L'air de l'église était chargé d'un silence aussi froid que le sol en marbre sous mes pieds. Je me tenais seul, silhouette solitaire dans une robe noire, observant les quelques parents réunis pour les funérailles de mon grand-père. Ils ne pleuraient pas. Non, leur visage était marqué d'un dédain familier. Leur chuchotement, un bourdonnement venimeux dans la pièce silencieuse. Bon débarras du vieil avare, entendis-je un cousin marmonner. Il a eu ce qu'il méritait. Mon sang se glaça, un feu s'allumant dans mes veines. Il ne savait rien, rien de l'homme qui m'avait élevé, l'homme qu'il condamnait maintenant si facilement. Il n'était que des vautours tournoyant pour un morceau de sa fortune inexistante. Mais alors que le pasteur terminait sa prière expéditive et regardait les bancs vides, une question flottait dans l'air. Quelqu'un souhaite-t-il faire un éloge funèbre? Silence. Un silence lourd et suffocant. C'est alors que j'ai su que je devais parler. Je devais leur dire la vérité sur l'homme le plus cruel que j'ai jamais connu et l'enfer que j'avais vécu avec lui. Je devais leur faire comprendre. Je ne m'attendais simplement pas à ce qui allait se passer ensuite. J'avais 12 ans, une fille avec des couettes brunes en désordre et un cœur plein de rêveries, quand mon monde s'est effondré. Mes parents, David et Sarah Lefebvre, étaient pilotes. Ils étaient le genre de personnes qui riaient facilement et aimaient farouchement. Je me souviens des épaules larges et rassurantes de mon père, les mêmes sur lesquelles il me hissait pour que je puisse avoir l'impression de voler. La voix de ma mère était une mélodie, un doux fredonnement tandis qu'elle peignait des aquarelles qui remplissaient notre petite maison en banlieue lyonnaise de couleurs vibrantes. Notre vie n'était pas grandiose, mais elle était parfaite. Nous avions des soirées cinéma sur le canapé, des barbecues dans le jardin avec les voisins, et un chien nommé Milo, qui faisait tout autant partie de la famille que moi. Nous étions heureux, mais le bonheur, j'allais bientôt l'apprendre, était une chose fragile. Un seul coup de téléphone sec a tout changé. Les visages à notre porte étaient cendrés. Leurs mots étaient un brouillard. Un résumé froid et clinique d'un accident d'avion dans les Alpes. Aucun survivant. L'avion de mon père. Ma mère était avec lui. Le monde autour de moi est devenu statique. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. La douleur était trop immense, un bloc de glace qui s'est solidifié dans ma poitrine, me laissant complètement engourdi. C'est alors que tante Claire est arrivée. C'était la sœur aînée de ma mère, une femme à la bouche perpétuellement pincée et au regard vif et calculateur. Je ne l'avais vue qu'aux réunions de famille, où elle semblait toujours nous jauger. Je prendrai la fille, dit-elle à l'assistante sociale, sa voix dénuée de chaleur. Je ne le savais pas alors, mais elle avait une arrière-pensée, un espoir désespéré de trouver une fortune cachée laissée par mes parents. Elle m'a conduit pendant des heures, le paysage devenant de plus en plus désolé à chaque kilomètre, jusqu'à ce que nous arrivions à un endroit qui ressemblait à un village fantôme. C'était un village poussiéreux et balayé par le vent au cœur de la Provence, avec un seul feu de circulation et une poignée de bâtiments délabrés. Et là, à la lisière du village, se trouvait ma nouvelle maison, une petite ferme délabrée à la peinture écaillée et au toit de tôle rouillée. Je n'oublierai jamais la première fois que je l'ai vu. Mon grand-père, Jean Moreau, se tenait sur le porche. Il était grand, décharné, et ses yeux gris perçants semblaient me transpercer, comme s'il voyait chaque défaut. Il n'était pas du tout ce que j'avais imaginé. Je me suis préparé à une étreinte, un mot gentil, tout ce qui ressemblait à du réconfort. Tout ce que j'ai eu, c'est un signe de tête brusque et une voix tonitruante qui allait hanter mes rêves pendant des années. Tu es en retard, Élise. Ne me fais pas perdre mon temps. C'est à ce moment-là que ma nouvelle vie a commencé, une vie de silence, de dur labeur et d'une sorte de discipline qui briserait la plupart des gens. Je n'avais aucune idée à l'époque que le pauvre vieil homme chez qui on m'avait envoyé vivre était un milliardaire secret. Dès l'instant où j'ai mis les pieds dans cette ferme, ma vie est devenue un tourbillon de corvées et de silence. J'ai vite appris que grand-père Jean ne croyait ni au confort ni à la conversation. La vieille ferme était froide et sentait la poussière et la terre humide. Ma chambre était une petite boîte spartiate avec un lit rigide, un simple bureau en bois et une fenêtre qui donnait sur une grange. Il n'y avait pas de veilleuse, pas de tapis, rien pour adoucir le choc de ma nouvelle réalité. La seule décoration était un petit tableau noir sur le mur avec 2 mots griffonnés dessus, « Travail dur ». Mes journées étaient une routine étouffante, une horloge remontée si serrée qu'elle semblait prête à casser. Le son aigu de son réveil retentissait à 5 heures du matin. « Lève-toi, Élise. » Le soleil n'attend pas, sa voix tonnait depuis le couloir, et je me réveillais en sursaut, le cœur battant d'une peur familière. Je sortais du lit en titubant,
mon esprit rejoint encore des flashs de l'accident d'avion, des visages de mes parents m'appelant sous la pluie. Il n'y avait pas de temps pour le chagrin, pas de temps pour les rêveries. J'enfilais les jeans usés et les chemises en flanelle qu'il avait préparées pour moi, puis je me précipitais dehors pour nourrir les cochons et nettoyer les étables. Le petit déjeuner était toujours à 6 heures du matin, et c'était un repas d'isolement. Il s'asseyait au bout de la table, et moi à l'autre bout, la distance entre nous aussi vaste qu'un océan. La nourriture était simple, de la bouillie d'avoine et du pain grillé, et nous mangions en silence. Il n'y avait pas d'histoire joyeuse, pas de rire comme ceux que ma mère partageait. Montrer de la faiblesse était un péché grave. Un jour, j'ai fait l'erreur de me plaindre de mes mains pleines d'ampoules après avoir pelleté du fumier. J'ai mal aux mains, grand-père, dis-je, ma voix à peine un murmure. Il a relevé la tête brusquement, ses yeux gris brillants sous ses sourcils broussailleux. Mal, gronda-t-il. Les hommes ne savent pas ce que c'est que d'avoir mal. Tu as perdu tes parents, et tu te plains d'un peu de travail. Tu t'y habitueras. Ces mots m'ont piqué comme un fouet, me faisant taire, les larmes que l'on m'interdisait de verser montant à mes yeux. Il me corrigeait constamment, criant pour les plus petites erreurs dont mes parents auraient simplement ri. Des bottes boueuses dans la maison. Nettoie ça. Cette ferme n'est pas une porcherie. Si je mangeais trop lentement, il lançait, dépêche-toi. Le temps, c'est de l'or. Tu crois que la vie attend que tu finisses ton pain? Oublier de débarrasser la table était la pire offense. Une fois, épuisé d'avoir trait les vaches et réparé les clôtures, j'ai laissé la vaisselle et me suis effondré dans mon lit. J'ai été réveillé par le bruit de ses pas lourds. Il se tenait à ma porte, tenant une vieille lanière de cuir du mur. Il ne m'a pas frappé, mais il l'a balancé, le cuir sifflant doucement dans l'air. Nettoie ça maintenant. Personne ne fait ton travail pour toi dans cette vie. Je me suis traîné, les mains tremblantes, pour laver la vaisselle à l'eau glacée, les éclaboussures frappant mon visage comme les larmes que je n'avais pas le droit de pleurer. J'ai lutté. La douleur de la perte de mes parents était encore une blessure à vif, saignante. Le jour, je me plongeais dans le travail pour oublier. Mais la nuit, sur ce lit en bois grinçant, la solitude revenait en force. Je me recroquevillais en boule, chuchotant les noms de mes parents dans ma tête, suppliant le sommeil de venir rapidement et d'effacer cette dure réalité. Mon enfer personnel n'était pas seulement le dur labeur, mais la solitude rongeante et écrasante qui me faisait me sentir comme un fantôme dérivant dans une vie qui n'était pas la mienne. Au fil des semaines et des mois, quelque chose d'inattendu a commencé à se produire. Au milieu des larmes et de la sueur, une graine de résilience a commencé à germer en moi. J'avais toujours peur de lui, je regrettais toujours la maison que j'avais perdue. Mais je commençais aussi à voir des choses que je n'avais pas vues auparavant. La ferme n'était pas seulement une prison, c'était une école. Et mon grand-père était un professeur impitoyable mais efficace. Ses leçons n'étaient pas enseignées avec des mots doux ou des étreintes réconfortantes, mais par ses actions, par la manière inébranlable dont il vivait. La première leçon gravée en moi fut la discipline. Grand-père Jean vivait comme une horloge suisse, précis à la seconde. À 5 heures du matin, son réveil sonnait, et il était déjà dehors dans les étables. À 6 heures, le petit déjeuner était servi, pas une minute plus tôt ou plus tard. À 8 heures, il labourait les champs, que le soleil soit brûlant ou qu'il pleuve. Une fois, je me suis réveillé avec seulement 10 minutes de retard. Il se tenait à ma porte, les bras croisés, sa voix froide comme un vent d'hiver. 10 minutes de retard, c'est 10 minutes de perdu. Tu crois que la vie attend que tu fasses la grasse matinée? J'ai marmonné des excuses, mes bottes encore humides de rosée, et je me suis précipité vers l'enclos des cochons. Au début, je détestais sa rigidité, mais peu à peu, j'ai vu son pouvoir. Quand j'ai commencé à me réveiller à l'heure et à finir mes devoirs avant de me coucher, ma vie est devenue moins chaotique. Sa discipline, bien que sévère, m'a appris à maîtriser le temps et à vivre avec un but. La deuxième leçon fut la persévérance. Grand-père Jean n'abandonnait jamais une tâche. Je me souviens d'une journée d'hiver glacial où une épaisse neige recouvrait les champs. Je pensais qu'il se reposerait près du feu, mais il a enfilé son imperméable en lambeaux et est allé réparer un toit d'étable qui fuyait. Grand-père, reposons-nous et faisons-le demain, ai-je plaidé, les dents claquant. Il s'est retourné, ses yeux gris brillants sous la lampe à huile. Si tu commences quelque chose, tu le termines, Élise. Le travail n'attend pas la météo. Il a continué, chaque coup de marteau régulier, jusqu'à ce qu'aucune goutte ne s'infiltre. Je suis resté là,
trempé et épuisé, mais un étrange sentiment de respect est né en moi. Il ne travaillait pas seulement par nécessité, c'était sa façon de vivre, implacable, inflexible, comme un vieux chêne tenant bon dans la tempête. À partir de ce moment-là, chaque fois qu'un problème de mathématiques était trop difficile ou que je voulais abandonner par épuisement, je pensais à lui réparant ce toit sous la neige. Son austérité fut la leçon suivante. Il ne gaspillait rien. Le pain rassis était soigneusement emballé. Les clous tombés étaient ramassés et les chutes de bois étaient conservées pour le feu. Il tenait un petit carnet en cuir usé où il notait chaque dépense. Une fois, j'ai accidentellement renversé une bouteille de lait frais sur le sol de la cuisine. Il n'a pas crié. Il a simplement regardé la flaque blanche. Ce lait, c'est de la sueur, Élise. Une goutte renversée, c'est un effort gaspillé. J'ai eu honte, non pas parce qu'il m'a grondé, mais parce qu'il avait raison. Il vivait sobrement, non par avarice, mais parce qu'il comprenait la valeur des petites choses. À partir de ce moment-là, j'ai appris à chérir chaque centime. J'ai commencé à raccommoder les vêtements déchirés et à économiser les pièces que je gagnais en l'aidant à vendre du foin. Il m'a aussi appris l'honnêteté et la responsabilité. Mentir, c'est se mentir à soi-même, Élise, disait-il, sa voix comme de la pierre. C'est comme ça que tu veux vivre? J'ai appris à affronter la vérité même quand elle faisait mal, et il ne s'est jamais dérobé à son devoir envers la terre ancestrale ou envers moi. Je lui ai demandé une fois, pourquoi ne vends-tu pas la ferme pour vivre en ville et avoir une vie plus facile? Il m'a regardé d'un air pensif. On ne fuit pas ses responsabilités, Élise. C'est la terre de nos ancêtres. L'abandonner, c'est s'abandonner soi-même. Ces mots m'ont frappé comme un marteau, me réveillant. J'ai commencé à comprendre qu'être fort n'était pas seulement une question de force physique, mais de porter des fardeaux, peu importe leur poids. Ces leçons, forgées dans le creuset de la ferme, étaient le bagage silencieux qu'il m'a donné. Il me forgeait en femme, non avec un amour tendre, mais avec des leçons aussi tranchantes qu'une lame, coupant ma faiblesse pour révéler l'acier à l'intérieur. Mais à l'approche de mes 18 ans, cette nouvelle force allait conduire à notre plus grand conflit. L'air était électrique de tension, épais et suffocant comme un orage imminent. C'était le soir de mon 18e anniversaire. Je venais de recevoir mon dernier bulletin scolaire, une feuille pleine de mentions très bien et bien. Mon cœur battait à tout rompre, non de fierté, mais avec l'espoir qu'il me verrait enfin, vraiment. Je suis entré dans la cuisine, le cuir usé de mon vieux portfolio d'art serré dans ma main. Il était assis à table comme toujours, une tasse de café fumant devant lui. J'ai posé le bulletin sur la table. J'ai été accepté dans une école d'art, grand-père, dis-je, ma voix tremblante mais ferme. C'est la meilleure de la région. Je veux être peintre, comme maman. Il n'a même pas regardé le bulletin. Il a attrapé une pile de papier à côté de sa tasse de café, des demandes d'admission à l'université que je n'avais jamais vues. Tu iras dans une école de commerce, déclara-t-il, sa voix plate et définitive. Tu étudieras la finance. C'est le seul moyen d'avoir un avenir sûr. Mon sang se glaça. Non, grand-père, je ne veux pas. Je veux créer des choses. Je veux peindre. Ses sourcils broussailleux se froncèrent, un nuage sombre s'amoncelant au-dessus de ses yeux. Peindre, ricana-t-il. Stupide. À courte vue. Tu veux gâcher ta vie comme ça? Tu crois que quelques taches de couleur sur une toile te nourriront quand tu seras vieille? Ces mots furent comme un coup physique, tranchant des années d'émotions refoulées. Toute la solitude, tout le ressentiment d'une enfance passée à trimer dans son ombre ont explosé en moi comme un volcan. La chaise a raclé bruyamment alors que je me levais d'un bond. Tu es toujours si autoritaire, ai-je crié, ma voix résonnant dans la cuisine froide et silencieuse. Tu ne me comprends jamais. Tu ne t'es jamais soucié de ce que je voulais. Tu crois que je n'ai pas assez perdu? J'ai vécu l'enfer ici, à faire tout ce que tu exigeais. Mais m'as-tu déjà demandé une seule fois comment je me sentais? T'es-tu déjà soucié du fait que j'ai perdu mes parents? Tu ne sais pas que ça fait mal? Il s'est levé, me dominant, une statue de pierre prenant vie. Son visage était rouge, ses mains serrées en poing. Ingrate, a-t-il tonné. Tu crois que je t'ai élevé, que je t'ai appris tout ça juste pour que tu le jettes sur des idées stupides? As-tu oublié tout ce que j'ai fait pour toi? Je t'ai donné une maison, de la nourriture, un avenir. Tu ne m'as pas donné d'avenir, ai-je crié en retour, les larmes finissant par jaillir, coulant sur mon visage.
Tu m'as enlevé celui que je voulais. Tout ce que tu as fait, c'est donner des ordres et critiquer. Tu ne m'as pas sauvé. Tu as juste fait de moi une orpheline qui travaille pour toi. Il a fait un pas vers moi, son doigt piquant ma poitrine. Tu veux la liberté? Va. Mais ne reviens pas quand tu échoueras. Ces mots m'ont frappé comme un coup de masse, brisant la dernière lueur d'espoir que j'avais. Il n'y avait pas moyen de raisonner avec lui. J'ai fui la cuisine, la maison, lui. J'ai attrapé mon sac à dos usé, y ai fourré quelques vêtements, un carnet et ma dernière photo précieuse de mes parents. Je n'ai pas regardé en arrière. Je n'ai pas dit au revoir. Le vent froid de la nuit piquait mon visage trempé de larmes alors que je marchais sur le chemin de gravier, l'obscurité avalant mes pas. Je fuyais, mais je ne savais pas où j'allais. Et pour la première fois depuis des années, j'étais complètement, totalement seul à nouveau. J'ai marché pendant des heures, l'air froid de la nuit et la douleur dans mes jambes m'obligeant finalement à m'asseoir sous un chêne solitaire au bord de la route. Ma colère, un feu déchaîné quelques instants plus tôt, a commencé à s'éteindre, laissant derrière elle une boule de regret froide et lourde dans ma poitrine. Ces mots, tu veux la liberté? Va, résonnaient dans mon esprit. Mais ces leçons aussi, discipline, persévérance, responsabilité. Il voulait que je sois forte, que je survive. Il avait raison. M'enfuir était stupide. Je détestais l'admettre, mais il avait toujours eu raison. À l'aube, peignant les champs de nuances de gris et d'or, j'ai commencé la longue et humiliante marche du retour. Mon sac à dos me semblait lourd, mais mon cœur l'était encore plus. Je m'imaginais debout devant lui, le visage un masque de honte, m'excusant pour mon emportement. Je lui dirais que j'irais en école de commerce. Je lui dirais merci pour la première et peut-être la dernière fois. Mais quand j'ai poussé la porte d'entrée, la maison était étrangement silencieuse. Pas de tic-tac d'horloge. Pas de bruit provenant des étables. Mon cœur battait contre mes côtes. Je l'ai trouvé dans la cuisine, étendu sans mouvement sur le sol, serrant toujours son petit carnet de cuir. « Grand-père » ai-je chuchoté, ma voix tremblante. Il n'a pas répondu. Il était parti. Le médecin a dit que c'était un AVC, un départ silencieux dans la maison même qu'il avait passé sa vie à préserver. Les funérailles ont eu lieu 3 jours plus tard. Le ciel était couvert, comme s'il pleurait avec moi. La petite église était remplie de parents que je n'avais pas vus depuis des années, tantes, oncles et cousins aux visages inconnus. Ils n'étaient pas là pour pleurer. Leurs chuchotements étouffés, plats et sans émotion, me disaient tout. Le vieil avare a enfin cassé sa pipe, entendis-je ma tante Claire dire. Personne ne pouvait le supporter. Il a vécu seul, il est mort seul. Mon cœur battait à tout rompre, un mélange de chagrin et de pure fureur. Ils ne savaient rien de lui. Pour eux, il n'était qu'un vieil homme cruel et sans cœur, une statue froide. Alors que le pasteur terminait son service, il fit une pause, regardant la congrégation. « Quelqu'un souhaite-t-il dire quelque chose sur Jean » demanda-t-il. Silence. Personne ne bougea. Ma tante Claire baissa les yeux sur ses mains. Mes cousins traînaient des pieds, évitant le contact visuel. Ils étaient tous là pour le testament, mais aucun d'entre eux ne put trouver un mot gentil pour l'homme qui reposait dans le cercueil. Ce silence était un couteau qui se tordait dans ma poitrine, un jugement cruel final sur un homme qu'il n'avait jamais connu. Je ne pouvais pas le laisser partir comme ça, sans un seul mot de gratitude. Mes jambes semblaient de plomb, mais je me suis levé, tous les regards se tournant vers moi dans un mélange de surprise et de curiosité. Je me suis dirigé vers la chaire, les mains tremblantes. « Je suis Élise » ai-je commencé, ma voix faiblissant. La petite fille de Jean Moreau. J'ai pris une profonde inspiration, prête à leur dire la vérité, non pas sur l'argent, mais sur l'enfer, les leçons et l'amour que j'avais fini par comprendre trop tard. Je me suis agrippé à la chaire, les jointures blanches, et j'ai regardé la mère de visage froid et critique. Les gens pensent qu'il était cruel, ai-je commencé, ma voix plus assurée maintenant. Et il l'était. Il me grondait pour avoir sali la maison avec de la boue, pour mes mauvais bulletins, pour avoir pleuré quand mes parents me manquaient. Il me faisait lever à 5 heures du matin, travailler jusqu'à l'épuisement et n'a jamais offert un seul mot de réconfort. Quelques-uns des parents ont hoché la tête en signe d'approbation, un air suffisant sur le visage. Claire a même laissé échapper un petit rire dédaigneux. Je les ai ignorés, mon regard fixé sur le cercueil. Je le détestais pour ça, ai-je poursuivi, la voix chargée d'émotion.
Je pensais qu'il ne m'aimait pas, qu'il ne me comprenait pas, mais j'avais tort. Les chuchotements dans les bancs se sont tus, les parents se sont agités mal à l'aise. Il m'a appris la discipline en me réveillant à l'heure et en ne laissant jamais un seul instant s'échapper. Il m'a appris la persévérance, comme la fois où il a réparé le toit de l'étable sous la neige, n'abandonnant jamais malgré le froid glacial. Il m'a appris l'économie parce que chaque goutte de lait renversée était un effort gaspillé, sa sueur. Il m'a appris la responsabilité parce qu'il n'a jamais abandonné cette terre. Et il ne m'a jamais abandonné, même si je n'étais qu'une gamine orpheline qui lui donnait des maux de tête. Et il m'a appris l'honnêteté. Même quand la vérité faisait mal. Je me suis arrêté, les larmes finissant par couler, chaudes et irrépressibles. C'était l'homme le plus fort que j'ai jamais connu. C'était un homme de son temps, façonné par un monde qui lui a appris à être dur, pas tendre. J'aurais seulement aimé le remercier de son vivant. Je suis descendu de la chaire, les jambes tremblantes, et je suis retourné à ma place, un silence brut remplissant l'église. Mon éloge funèbre n'avait pas changé la façon dont il le voyait, mais c'était mon adieu. Mon dernier cadeau à l'homme qui m'avait forgé. Alors que j'étais assise là, un homme en costume gris impeccable s'est approché de moi. C'était maître Robert Martin, l'avocat de grand-père. Il avait une mallette en cuir usé à la main. « Lambert » demanda-t-il. J'ai secoué la tête. « Élise. »« Je suis Élise. » Il a esquissé un petit sourire chaleureux. « Élise » se corrigea-t-il. « Je suis ici concernant le testament de Jean Moreau. » Les mots flottaient dans l'air, attirant tous les regards de la pièce sur moi. J'avais oublié les vautours. Maître Martin a ouvert sa mallette et en a sorti un épais dossier. « Au nom de Monsieur Moreau, dit-il, la voix basse et régulière. Je voudrais vous informer que vous êtes sa seule héritière. » C'était un homme très secret. En fait, la plupart de ses parents ici ne savaient rien de sa véritable richesse. Il a fait une pause, puis m'a regardé droit dans les yeux. « Félicitations, Élise. Voici ce qu'il vous a laissé. » Je suis resté figé de choc. L'homme que je croyais être un pauvre fermier cruel était milliardaire. Le mot « milliardaire » flottait dans l'air, un poids physique qui m'oppressait. J'ai vu le visage de ma tante Claire passer d'une satisfaction suffisante à un masque de pure fureur. Elle a commencé à hurler, un son aigu de rage et de trahison. « Ce n'est pas juste. C'était un pauvre. Il vivait comme un mendiant. Tu as dû le tromper, petite vipère. » L'avocat l'a calmement ignoré, sortant un journal relié en cuir usé de sa mallette. « Voici ce que Monsieur Moreau m'a demandé de vous donner personnellement, Élise, » a dit maître Martin, sa voix plus douce maintenant. Il a dit que c'était plus important que n'importe quel bien. J'ai pris le journal, les mains tremblantes. Le cuir était frais et lisse sous mes doigts. En l'ouvrant, l'odeur de vieux papier et d'encre s'est élevée des pages. Un parfum qui ressemblait au souffle même de la ferme. Son écriture, ferme et soignée, remplissait les pages. Ce n'était pas un journal intime. C'était un recueil de pensées fragmentées, de brèves notes, comme des éclats de son âme. La première page était datée du lendemain de la mort de mes parents. Sarah et David sont morts aujourd'hui. Il ne reste que la fille. Je dois la prendre. Bien que je ne sache pas comment être un parent. Je ne sais que construire des choses, pas des gens. J'ai dégluti difficilement, les larmes montant à mes yeux en lisant ces mots. Il avait eu peur, tout comme moi. Mais il ne m'a jamais laissé le voir. J'ai tourné les pages, chaque ligne coupant plus profondément dans mon cœur. Il écrivait sur des nuits blanches, sur le fait de se tenir dans l'étable, se demandant s'il m'élevait correctement avec sa sévérité. Je ne sais pas dire des mots aimants. Mon père m'a appris qu'un homme doit être fort. Pas de pleurs, pas de faiblesse. C'est tout ce que je sais enseigner à Élise. Je crains qu'elle ne me déteste pour toujours. Les larmes sont tombées sur la page, faisant baver l'encre. Il avait peur que je le déteste. Il avait peur que je ne comprenne pas. J'ai sauté à la dernière entrée, écrite quelques semaines seulement avant sa mort, probablement le jour de notre dernière dispute. Élise a grandi. Elle veut la liberté. Je comprends. Mais je veux qu'elle ait une vie meilleure que la mienne, meilleure que celle de ses parents. Je l'aime, mais je ne sais pas comment le dire. Si je suis parti, faites-lui savoir que je suis fier. Je veux seulement qu'elle soit forte, pour que personne ne puisse lui faire de mal. Ces mots m'ont frappé comme un coup de poing dans le ventre.
J'ai sangloté, serrant le journal contre ma poitrine. Il n'était pas l'homme froid et cruel que j'avais toujours cru. Il était seul, lié par les dures leçons de son temps, incapable de montrer son amour autrement que par des actions silencieuses. Son amour n'était pas une couverture douce. C'était une forge, un marteau et un feu conçus pour me rendre forte. Je suis restée assise là, sentant le monde basculer sous moi. Les biens qu'il a laissés avaient de la valeur, mais le journal était le vrai cadeau. C'était son cœur mis à nu devant moi, et j'aurais seulement aimé le lire plus tôt, quand j'aurais pu le regarder dans les yeux et dire « Je comprends, grand-père. Je comprends maintenant ». J'ai quitté le bureau de l'avocat, serrant le journal, et je suis sorti sous le soleil pâle de l'après-midi. Le vent portait l'odeur du foin de loin, et pour la première fois, j'ai souri, bien que des larmes persistent encore sur mes joues. Grand-père Jean était parti, mais il m'avait laissé plus que de la richesse. Il m'avait laissé ses leçons, ses valeurs et un amour silencieux que je porterai pour toujours. Cette nuit-là, je suis retourné dans la cuisine froide de la ferme. La lampe à huile jetait une lueur chaude sur le journal alors que je relisais ces dernières lignes. Je veux seulement qu'elle soit forte pour que personne ne puisse lui faire de mal. J'ai serré les poings, ayant l'impression qu'il se tenait là, me regardant de ses yeux gris perçants. Je le ferai, grand-père, ai-je chuchoté. Je serai forte. Le lendemain, j'ai commencé à me préparer. J'ai postulé à une école de commerce dans une région voisine, un choix pratique, fidèle à son esprit. L'université était un nouveau monde, plein de liberté, mais aussi de pression. Certaines nuits, je restais à la bibliothèque jusqu'à tard, les yeux brûlants de lecture, les mains crispées de prendre des notes. Quand les projets de groupe échouaient, ou que je recevais une mauvaise note, je me sentais comme la même petite fille grondée. Mais chaque fois que je flanchais, j'ouvrais le journal et je relisais ces mots. Si tu commences quelque chose, tu le termines. J'ai travaillé à temps partiel dans un café, débarrassant les tables et lavant les tasses, vivant frugalement comme il me l'avait appris. Je n'ai jamais gaspillé un centime, même quand mes amis m'invitaient à faire du shopping ou à sortir dans les bars. Cette économie m'a permis de traverser des mois difficiles et m'a appris la valeur de chaque euro. J'ai aussi appris à être honnête, même quand la vérité était douloureuse. J'ai accepté des pénalités de retard pour les devoirs plutôt que de mentir. Me souvenant de ces mots, mentir, c'est se mentir à soi-même. À 22 ans, j'ai obtenu mon diplôme grâce à des nuits blanches et à un travail acharné. Je ne suis pas retourné à la ferme tout de suite. Au lieu de cela, j'ai utilisé le capital de sa succession pour créer une petite entreprise de logistique, transportant des marchandises des fermes locales vers les marchés. L'idée m'est venue de mes années à la ferme, à le voir lutter pour vendre ses produits. Démarrer une entreprise était difficile. Les camions tombaient en panne, les clients ne payaient pas à temps et certaines livraisons se gâtaient. Mais chaque fois que j'avais envie d'abandonner, je pensais à lui réparant ce toit sous la neige. J'ai serré les dents et j'ai continué. Ces leçons discipline, persévérance, économie, responsabilité et honnêteté sont devenues ma boussole. Elles ont transformé ma petite idée en une entreprise solide, assez forte pour me permettre d'acheter une maison et de construire une vie que j'aime. Aujourd'hui, je me tiens devant sa tombe. Non pas comme la petite fille effrayée qui l'a recueillie, mais comme une femme forte et confiante qui comprend son amour. Le plus grand héritage de mon grand-père n'était pas l'argent ou la ferme, mais les qualités durables qu'il a transmises. Il ne m'a pas enseigné avec des mots doux, mais avec une vie de sacrifice silencieux. Je dépose un bouquet de marguerites sur sa pierre tombale. Le vent souffle, faisant bruisser les feuilles du vieux chêne, et je ressens un sentiment de paix, comme si nous nous comprenions enfin. Je sais qu'il regarde, et j'espère qu'il est fier. Merci, grand-père, je chuchote. Je n'oublierai pas. Et je sais que lui, l'homme qui était à la fois dur et déchirant d'humanité, vivra dans chaque décision que je prendrai et dans chaque battement de mon cœur.